Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce webinaire organisé par la Fondation pour la recherche sur le cerveau dans le cadre de la Semaine du cerveau. Avant de commencer, j'aimerais vous demander par un petit sondage ce que vous avez bu ce matin ou que vous êtes en train de boire, si comme moi vous avez une tasse à votre bureau. Est-ce que vous avez bu plutôt du thé, du café, du chocolat chaud ou autre chose? Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, on va de toute façon discuter de tout ça aujourd'hui. Voilà. Ah, on a beaucoup de café, on a du thé, on a du chocolat chaud et on a autre. Bon, bah, très bien. Vous allez voir, on va discuter de tout ça, c'est passionnant, vous allez apprendre plein de choses. On va parler d'une substance donc que beaucoup d'entre nous consomment tous les jours. On a vu la caféine. C'est une substance psychoactive, elle est très consommée dans le monde et elle est présente dans le café, le thé, les boissons énergisantes et le chocolat. Donc tous ceux qui ont bu du thé et du chocolat ce matin ont consommé de la caféine. Ces effets connus sont plutôt bénéfiques, ça augmente la vigilance, la concentration, ça réduit la fatigue, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quels sont ces effets sur le cerveau à différents âges. Et pour ça, nous avons deux experts aujourd'hui. Tout d'abord, Sabine Lévy. Bonjour Sabine. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous dirigez l'équipe La Synapse Dynamique au sein du laboratoire plasticité du cerveau à Tout l'ESPCI, à c'est ça? fait, dans le centre de Paris. Et vos recherches visent à, voilà, et vos recherches visent à mieux comprendre comment les neurones du cerveau se connectent entre eux et comment les connexions se forment et se modifient et s'adaptent au cours de la vie. Et nous avons notre expert de la partie vieillissement, David Bloom. Bonjour Bonjour Elodie, David. bonjour tout le monde. Et vous dirigez l'équipe Lille Neurodégénération du centre Lille Neurosciences et Cognition, c'est Tout ça? à fait. Et vous êtes spécialiste des maladies neurodégénératives et vous vous intéressez notamment aux facteurs environnementaux qui impactent leur développement. Vous êtes tous les deux lauréats de la Fondation pour la recherche sur le cerveau en 2023 avec le projet L'impact de la caféine sur le cerveau en développement et sur le cerveau vieillissant, un véritable dilemme, un dilemme dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et on va voir ça en détail, mais d'abord, je passe la parole à Sonia pour vous présenter rapidement la Fondation et le contexte du webinaire du jour. Allez-y, Sonia. Merci Elodie et merci à nos invités. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire de la Fondation pour la recherche sur le cerveau qui, comme vous le savez, a vocation à soutenir la recherche, à diffuser des connaissances sur le cerveau et sur l'importance de la recherche, et puis qui rassemble des associations et fondations qui s'intéressent aussi au cerveau, aux patients atteints de pathologie du cerveau ou à la recherche. Alors, 3 infos aujourd'hui à vous communiquer rapidement en début de webinaire avant d'aborder le sujet. La première info, c'est notre prochaine conférence qui aura lieu qui aura lieu en partenariat avec la semaine du cerveau, comme le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui. Et il aura lieu le 31 mars pour les franciliens à l'Institut Poincaré. Et ce sera un webinaire qui sera côté neurodéveloppement, puisqu'il est question de dyscalculie. Donc voilà, retenez bien dans vos agendas. Deuxième info du jour à vous transmettre. Oui, et je précise que Jérôme Prado était lui aussi lauréat de la Fondation en 2022. Voilà. Autre info à vous transmettre, notre deuxième info, eh bien, c'est le nouveau logo de la Fondation. Vous le verrez désormais partout. C'est un logo réalisé par, une graphiste qui s'appelle Catherine Zask et qui a travaillé avec une agence de communication qui s'appelle Alasta pour pouvoir nous faire ce magnifique logo qui n'est donc pas un cerveau, mais une tête, comme vous le voyez, puisque l'idée pour nous, c'est d'avoir vraiment une vision holistique du cerveau. Nous travaillons sur le cerveau dans toutes ses dimensions, toutes ses composantes, et le cerveau, c'est aussi qui nous sommes. Et ce qui nous amène aussi à ce slogan que vous reverrez, que vous retrouverez dans de nombreux documents, qui est tenir tête ensemble, puisqu'effectivement, nous tenons tête aux maladies, aux pathologies avec les associations qui composent la Fondation. Nous tenons tête aux fake news à travers des webinaires comme celui-ci aujourd'hui et nous tenons tête pour défendre
promouvoir et soutenir la recherche. Nous tenons tête ensemble, c'est-à-dire avec vous tous qui êtes connectés, c'est-à-dire avec vous, les chercheurs qui êtes avec nous aujourd'hui, et puis avec les associations et les fondations qui soutiennent les patients au quotidien et qui soutiennent la recherche. Et c'est notre comité cerveau, dont je voudrais juste vous parler aussi en vous donnant quelques informations là-dessus. Ce comité porté par la Fondation, eh bien, il rassemble des associations et fondations soutenant des patients atteints de pathologie du cerveau, soutenant la recherche. Il y en avait 6 structures. Donc, au début 2025, nous avons terminé l'année avec 17 structures. Et je vais rapidement vous les montrer. Ces structures représentent des associations et fondations qui portent plutôt sur le neurodéveloppement, comme celle que vous voyez s'afficher, qui portent sur les maladies psychiques, psychiatriques. Et puis, nous avons des associations et fondations qui sont dans le grand champ de la neurologie, dont les maladies neuroévolutives que vous voyez s'afficher. Ces 17 structures nous ont rejoints. Elles vont être rejointes par d'autres associations et fondations sous peu. Et l'idée, c'est tous ensemble de faire entendre la cause du cerveau, faire émerger la cause du cerveau, porter cette cause-là et montrer l'importance de la recherche. Et donc, c'est désormais aux chercheurs que je vais céder la parole et à vous, Élodie, et un très, très grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonia. Alors, je vais rappeler que ce webinaire, il est interactif. À la fin, on aura une session questions, donc n'hésitez pas. En bas de Zoom, vous avez un petit onglet questions-réponses, donc pas dans le chat, mais questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. On aura un moment à la toute fin du webinaire pour y répondre. Et puis, ce sondage sera ponctué de petits quiz. Et d'ailleurs, on va commencer là-dessus. On sait que la caféine nous réveille, mais est-ce que vous savez comment? Selon vous, comment la caféine agit dans le cerveau pour nous tenir éveillés? Donc ça, c'est la petite question de quiz. Est-ce qu'elle bloque une molécule liée à la fatigue? Est-ce qu'elle donne de l'énergie au cerveau? Ou est-ce qu'elle augmente le sucre? Donc le petit quiz devrait apparaître à votre écran, normalement. Ah, le petit quiz n'arrive pas. Eh ben, c'est pas grave. Je vous propose de passer directement à la réponse. Donc, David, quand on boit du café, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Alors, quand on boit du café, ce qui se passe, c'est que la caféine, en fait, va bloquer des cibles qu'on appelle des récepteurs. Et ces cibles sont sensibles à une molécule que le cerveau produit naturellement, qu'on appelle l'adénosine. Et donc, l'adénosine, en fait, augmente de manière importante tout au long de la journée. Et en fin de journée, en fait, cette adénosine, eh bien, elle induit le sommeil. Donc, c'est une molécule somnogénique. Et donc, la caféine va aller bloquer, en fait, les récepteurs, là où se fixe cette molécule. Donc là, sur la diapositive, en fait, ce qu'on voit, c'est que la communication, finalement, entre les neurones, elle se passe au niveau des synapses, qu'on voit en gros plan, hein. On a deux neurones à gauche qui communiquent, et cette communication se fait au niveau de la synapse par des neurotransmetteurs. Classiquement, il y a des neurotransmetteurs qui sont activateurs de la communication, inhibiteurs, et on a cette adénosine qui est une autre sorte de modulateur de l'activité des synapses, qui va moduler, faire varier l'activité de ces synapses. Et physiologiquement, cette molécule, donc l'adénosine, elle va contrecarrer, pardon, induire le sommeil lorsque ces quantités augmentent, et la caféine va contrecarrer les effets de ce modulateur, et donc va nous réveiller, en fait, tout bêtement. D'accord. Quand vous parliez de variateur, c'est un peu comme la lumière, c'est ça? C'est ce qu'on voyait, le variateur. C'est C'est comme les variateurs de lumière, on peut faire plus ou moins de lumière, c'est ça? C'est ça, en fonction donc ce modulateur, en fonction de sa concentration et en fonction de les cibles sur lesquelles il va agir, puisqu'il a plusieurs cibles, eh bien, ça va modifier l'activité des synapses, euh, et ça va moduler finement l'activité des synapses, mais c'est cette modulation fine qui est importante dans le fonctionnement et la communication entre les neurones. Et donc, ça va nous maintenir éveillés, mais ça va changer aussi notre mémoire, tout ce qui est concentration, etc.
Oui, alors ça, c'est une bonne question. Le fait d'être plus réveillé et d'être plus concentré, ça a un effet forcément sur votre mémoire. Si vous êtes très fatigué et que je vous fais faire un test cognitif, vous allez moins bien performer que si vous êtes réveillé. Mais finalement, cet effet-là, finalement, il est un peu particulier, c'est-à-dire que on va obtenir un effet euh, sur la mémoire qui est lié à notre état d'éveil. Mais la caféine, par ailleurs, elle est capable d'avoir un impact sur les performances cognitives, indépendamment de l'état d'éveil. D'accord, donc la caféine va avoir deux effets, nous réveiller et agir sur nos capacités Nous cognitives. réveiller et avoir des effets cognitifs via notre éveil, et puis un effet indépendant, oui, sur les facultés cognitives, indépendamment de cet effet sur l'éveil ou l'attention. Super. Et donc, je parlais au tout début, alors un truc à rappeler, je pense, j'ai parlé de café, on parle de caféine, je l'ai dit rapidement, mais on trouve de la caféine dans le thé, dans le chocolat chaud, c'est ça? Oui, on trouve de la caféine et puis maintenant dans les Je sodas, hein, savais dans les ouais, boissons énergisantes, etc. d'accord. Donc oui, c'est vrai, quand on se dit caféine, on a tendance à se dire café tout de suite, mais ça peut être le thé, ça peut être même le chocolat chaud quand on se dit je vais rester loin de la caféine. Le chocolat chaud en contient Il ne faut également. pas oublier Et donc, les le boissons sujet du webinaire énergisantes aussi, d'aujourd'hui, qui sont très, très, oui, très utilisées maintenant oui, par les jeunes et qui sont bourrées de caféine. Donc, c'est très important de le mentionner, oui. ok. Donc, on garde tout ça en tête. Oui, c'est vrai que bon, ça peut être à la fois les sodas, mais les nouvelles boissons énergisantes également, c'est ça. Et donc, justement, on parlait des différents effets par rapport au cerveau. Déjà, je pense l'état des lieux sur qu'est-ce qu'un cerveau. Alors, on parlait du développement et du vieillissement. Sabine, un cerveau en développement, c'est quoi? Qu'est-ce qui en fait un cerveau spécial? Alors, un cerveau en développement, c'est un cerveau qui est en cours de maturation, qui n'est pas encore structuré comme un cerveau adulte, mature. Et donc, ça veut dire que les circuits neuronaux se forment peu à peu. Cette formation, elle a lieu depuis la naissance, pendant la naissance, au moment de la naissance et pendant toute l'enfance. Et donc, c'est un long processus. Et donc, les neurones, comme vous le savez, comme mentionné par David, communiquent par les synapses. Et donc, les synapses vont augmenter progressivement. Donc, le nombre de synapses va augmenter donc, au cours de la phase qu'on appelle la période de synaptogénèse, qui est très, très importante pendant l'enfance et qui correspond, donc, comme on le voit sur ce schéma, à la reconnaissance déjà des éléments. Donc, c'est-à-dire le neurone A qui va reconnaître le neurone B et puis qui va structurer, différencier une synapse, c'est ce qu'on voit au milieu, avec plein de molécules qui entrent en jeu. Il y a tout un échafaudage, il y a des centaines de molécules qui entrent en jeu, qui sont soit solubles, soit membranaires, et donc qui vont permettre la reconnaissance et la différenciation de la synapse en soi. Et une fois que cette nouvelle synapse est formée, elle va être soit stabilisée, soit elle est éliminée. D'accord? Et cette stabilisation-élimination, elle est cruciale pendant le développement. C'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les structures du cerveau, dans tous les réseaux neuronaux en construction. Et elle est liée au fait que seules les synapses qui sont actives, c'est-à-dire celles qui sont vraiment efficaces, qui sont là, qui transmettent l'information, vont être stabilisées. Donc c'est vraiment l'activité des réseaux qui entre en jeu ici. Et celles qui sont les plus faibles et les moins utilisées vont être rapidement éliminées. L'élimination, comme vous pouvez le voir sur ces images, elles font appel à des cellules qui ne sont pas les neurones, qui sont on appelle ça la microglie, c'est des petits macrophages résidents du cerveau, qui sont là pour marquer les synapses à éliminer, mais également pour vraiment les manger, quoi, les éliminer et les enlever. Donc, cette phase d'élimination, elle s'appelle l'élagage, on l'appelle l'élagage synaptique. Elle a lieu donc au moment de l'adolescence en général, pendant toute la période de l'adolescence, et chez l'humain, elle s'arrête vers l'âge de 25-30 ans. Donc, c'est très long, cette phase d'élagage. Et cet élagage est très important pour contrôler, parce qu'il doit y avoir un nombre précis de synapses dans chacune des régions du cerveau
pour maintenir un bon équilibre, en fait, de ce qu'on appelle la balance, excitation, inhibition. Et si, par exemple, il y a des maladies du neurodéveloppement qui sont liées à un mauvais élagage, par exemple, ici, en orange, est montré donc sur cette courbe un élagage qui est diminué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de synapses qui sont formées et qui restent au stade adulte. Vous voyez, on atteint un plateau au stade adulte et ce niveau est plus élevé que chez la personne normale. Eh bien, ça entraîne des troubles cognitifs, des formes d'épilepsie, des maladies psychiatriques, par exemple, des troubles autistiques sont reconnus pour étant liés à un nombre trop important de synapses. Donc, c'est pas forcément bon d'avoir trop de synapses aussi dans le cerveau, et c'est important. C'est contre-intuitif d'ailleurs un petit peu. C'est ça. C'est contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire plus il y a de synapses, mieux le cerveau est, plus il va être rapide, etc. Mais en fait, il y a eu cette période d'élagage qui est très importante. Donc, comme vous disiez, c'est intéressant de voir justement, parfois trop de synapses, c'est pas bon. Voilà, exactement. Trop de synapses, c'est pas bon. Après, il y a aussi d'autres maladies neurodéveloppementales où c'est peu de synapses, donc il y a moins de synapses. Donc l'un et l'autre, il faut trouver un bon équilibre. Et cet équilibre, il est aussi lié à ce qu'on appelle la balance excitation-inhibition, c'est-à-dire qu'il faut un nombre balancé, équilibré entre le nombre de synapses excitatrices et inhibitrices. Voilà. C'est ce que disait David tout à l'heure, c'est que parfois les neurotransmetteurs vont inhiber l'information, parfois ils vont exciter, donc en gros créer de l'information. Et donc il faut que tout ça, ce soit équilibré, c'est ça, pour avoir un cerveau qui C'est fonctionne ça, par exemple, correctement. s'il y a trop d'excitation, eh bien, on obtient ce qu'on appelle l'hyperactivité neuronale. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'épilepsie, par exemple, ou d'autres maladies psychiatriques où tout le réseau s'emballe, en fait. Voilà, donc il faut éviter cet emballement. Et donc, David, qu'est-ce qui se passe à l'as quand le cerveau vieillit? Bah, en fait, quand le cerveau vieillit, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des processus un peu similaires à ce que vient de décrire Sabine. Alors, c'est vraiment assez intéressant de voir que au cours du vieillissement, et puis dans les pathologies neurocognitives, comme la maladie d'Alzheimer, on va avoir également un élagage. On va avoir une diminution du nombre de synapses, mais cette fois, la diminution du nombre de synapses va induire des troubles cognitifs. Donc, autant sur le plan physiologique au cours du développement, l'élagage, c'est un processus tout à fait normal qui va contribuer à l'homéostasie du cerveau, à l'équilibre du cerveau. Et au cours du vieillissement et dans les pathologies neurocognitives, on va perdre ces synapses et ça va contribuer au développement de ces pathologies et des troubles cognitifs. Donc, finalement, en fait, il y a un effet paradoxal du rôle de cet élagage en fonction du moment où cet élagage a lieu. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, on va supposer probablement que les effets de la caféine vont être différents suivant, c'est ce qu'on avait dit de toute façon, l'âge. Là, si le quiz marche, je vous propose avant d'avoir le résultat, intuitivement selon vous, si je vous demande si la caféine, elle est plutôt bénéfique chez les jeunes, plutôt bénéfique chez les personnes âgées, ou si elle est identique à tout âge. Alors, le petit quiz pour voir quelles sont vos réponses. Et là, vous allez nous dire juste après ce que vous avez observé. Alors, on va voir les résultats dans quelques secondes. Donc, plutôt bénéfique chez les jeunes, plutôt bénéfique donc plutôt cerveau en développement, bénéfique dans le cerveau en développement, plutôt bénéfique dans le cerveau vieillissant, ou pareil à tout âge. On va avoir le résultat qui va se montrer dans quelques secondes et vous allez nous donner la réponse. On suppose, vu le webinaire différent. Alors, les résultats, c'est plutôt bénéfique chez les jeunes, à 16%, plutôt bénéfique chez les personnes âgées ou est identique à tout âge. Alors, qu'est-ce que vous avez observé donc? Est-ce que le café peut être mauvais à un âge et bénéfique à un autre? Oui, tout à fait. En fait, c'est exactement en fait, le résultat de nos travaux, à David et moi. Et en fait, ce qu'on a montré, moi je parle pour la partie développementale en tout cas, c'est que c'est délétère de consommer de la caféine pendant la phase d'élagage, cette grande phase de l'adolescence, hein, d'accord?
Et on perd, en fait, on a un déséquilibre de la balance excitation-inhibition qui a été observé avec en fait une perte des synapses inhibitrices et un gain des synapses excitatrices. Et alors, en effet, ce qui est montré sur cette courbe, c'est que pour essayer de comprendre pourquoi on avait en fait ce déséquilibre de la balance excitation-inhibition au cours du développement, on a regardé l'expression de ce récepteur de la caféine, donc le récepteur de l'adénosine. Et ce que vous voyez en rouge, c'est le pic d'expression de ce récepteur. Et on s'est aperçu qu'en effet, ce récepteur, il était très fortement exprimé pile au moment de la période d'élagage. Donc ça veut dire que la caféine, elle va avoir beaucoup d'effets sur le récepteur et donc sur son rôle dans l'élagage ou la formation, la stabilisation des synapses. Donc c'est exactement ce qu'on a vu. Ouais. Rappelez-nous, juste ce qu'on voit là, en orange, c'était une situation où l'élagage ne se faisait pas correctement, c'est ça? Exactement. En noir, c'est En noir, donc c'est En la noir, condition normale. En fait, c'est un cerveau normal avec une formation de synapses qui augmente jusqu'à pendant l'enfance. Et puis ensuite, l'élagage des synapses qu'on appelle surnuméraires, celles qu'on ne veut pas conserver. Et en orange, c'est un cerveau dans lequel, en effet, eh bien, l'élagage est bloqué. D'accord? Il est bloqué et donc on a trop de synapses qui sont présentes dans ce cerveau. Et donc les effets de la caféine, eh ben, ils vont être similaires, en fait. Si on regarde une courbe, en fait, si on représente une courbe, elle va être quasiment superposable à celle-ci, avec un trop de synapses excitatrices qui vont être détectées dans ces cerveaux. Donc, bien sûr, c'est des expériences qu'on a fait dans des cerveaux de rongeurs, donc des rongeurs auxquels on a donné de la caféine pendant toute cette période d'élagage. Et on a regardé ensuite un peu au stade adulte ou au stade juste après l'adolescence, on a compté le nombre de synapses et on a vu qu'en effet, il y avait 30% à peu près de synapses excitatrices en plus dans les cerveaux de ces animaux qui avaient reçu de la caféine pendant toute la période, donc dans ce cas-là, de la lactation. Donc c'est la période juste après la naissance et pendant 3 semaines. Voilà. et justement, on voyait le pic d'adénosine plutôt en adolescence. Donc l'adolescence, c'est vraiment une période où le cerveau est sensible à la caféine, encore Exactement. plus Il est sensible à la caféine. extrêmement sensible à la caféine, beaucoup plus qu'au stade adulte. Puisque au stade adulte, ce récepteur, il revient en fait à un niveau plus bas, en fait. Voilà. Et également, ce qu'on a observé, je ne l'ai pas mentionné ici, c'est qu'il y a des différences entre, on n'est pas tous égaux face à cet effet de la caféine. Et c'est surtout, donc chez les rongeurs, en tout cas, chez la souris, nos expériences, surtout les femelles qui étaient beaucoup plus sensibles à la caféine que les mâles. Et pour essayer de comprendre, encore une fois, on est allé comparer le niveau d'expression de ce récepteur dans les cerveaux des mâles et des femelles, et on s'est aperçu que les femelles exprimaient plus ce récepteur de la caféine. Donc ça fait un lien direct avec les effets délétères qui sont plus importants chez les femelles. Par exemple, les femelles, elles développaient une susceptibilité accrue à l'épilepsie, plus importante que les mâles. Voilà. Et également des troubles. En présence de caféine. Tout à fait, en présence de caféine. Voilà. Ok. Donc, clairement, sur le cerveau en développement, alors quand on dit cerveau en développement, c'est loin, c'est jusqu'à l'adolescence. Je crois qu'il y a des articles qui ont montré que l'adolescence du cerveau, ça continue très tard, c'est ça, Oui, Sabine? tout à fait. En fait, Ça se termine à quel âge? vers Vous avez 30 dit ans. 25 ou Non, même... maintenant, en fait, on sait que cette période-là de connectivité, d'élagage, etc., ça peut aller jusqu'à 30 ans, donc vers la trentaine. En fait, ça dépend des régions du cerveau. Le cerveau ne se développe pas à la même vitesse. En fait, il y a une sorte de gradient, en fait. Et au niveau du cortex préfrontal, qui est le cortex de la réflexion, voilà, qui est très important. Donc, la tempérance, etc. C'est un peu le dernier à se former, en fait, et à se connecter convenablement. C'est pour ça qu'on dit que les adolescents, en général, ils ont du mal aussi à contrôler leurs émotions, parce que ce cerveau-là, cette partie-là, elle n'est pas encore tout à fait opérationnelle.
Donc la caféine a aussi une action sur cette activité-là. Donc, quand on pense adolescence, quand on parle cerveau, en fait, c'est jusqu'à quasi 30 ans. Donc, c'est important de se garder ça en tête. Jeunes adultes, en fait, Ouais, sont oui, toujours des c'est ça. adolescents au niveau du Ces cerveau. circuits sont très longs à se Ouais. mettre en place. Après, il y a la plasticité du cerveau qui entre en jeu aussi, c'est-à-dire tous les mécanismes d'adaptation au changement de l'environnement. Tout ça, ça fait partie aussi de la construction du cerveau. Et donc, bah, c'est long, c'est un long processus chez l'homme en tout cas, et il faut le respecter pour éviter d'avoir des circuits défaillants au stade mature, enfin, et adulte, et avec des effets délétères qui durent très longtemps, en fait, qu'on maintient, en fait, ces effets délétères qu'on peut avoir pendant le développement, développés pendant le développement, en fait, on s'est aperçu qu'ils disparaissaient pas, en fait. Certaines caractéristiques peuvent s'atténuer, mais pas toutes, en fait. Par exemple, on voit toujours des défauts de la balance, excitation-inhibition, même sur des animaux âgés qui ont reçu uniquement sa caféine pendant la période de lactation. Vous voyez, ça se maintient l'effet. Et avec des troubles. D'accord. Donc, lactation dans le lait de la maman, en fait. Exactement. Alors, nous, on ne l'a pas fait comme ça parce qu'on Ok. voulait être sûr de bien contrôler D'accord. le taux de caféine. Donc, on injectait assez petit tous les jours une petite dose de caféine. Mais c'est vrai que oui, bien sûr, c'est des expériences qui peuvent être faites comme ça, en mettant la caféine dans l'eau de boisson, par exemple, de la femelle, et en contrôlant ensuite ce que les petits reçoivent. Donc, je sais que des expériences qui ont été faites comme ça, et en effet, on obtient des effets compatibles avec ce qu'on a vu. Et David, donc, est-ce que ces effets sont aussi néfastes sur le cerveau vieillissant? Rassurez-nous. Non, alors justement, c'est l'inverse. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc tout à l'heure, je disais que finalement, cet élagage, il était très Mm. important pour la construction du cerveau pendant la phase de développement, mais qu'il était plutôt péjoratif au cours du vieillissement et dans les pathologies neurocognitives. On a vu en fait ce récepteur à la caféine finalement qui monte euh, au cours de la phase d'élagage dans le développement. Mais ce récepteur, en fait, comme le disait Sabine, dans le cerveau adulte, il est, en tout cas dans les zones très liées à la cognition, on le détecte très peu. Et puis, au cours du vieillissement et dans les pathologies neurocognitives, on le voit réaugmenter. Et c'est également là que c'est intéressant, c'est que donc la caféine bloque ces récepteurs. Son effet biologique, c'est de bloquer ces récepteurs. Et donc, l'effet de cette augmentation de récepteurs pendant les phases d'élagage va être perturbé. Donc ça va induire ce que disait Sabine, lorsque l'on donne de la caféine pendant les phases de construction et de développement, il y a un phénotype péjoratif plus tardivement. Mais à l'inverse, puisque cet élagage est plutôt délétère pendant les phases de vieillissement et dans les pathologies neurocognitives, ben, le fait de donner de la caféine à ce niveau-là va plutôt avoir un effet bénéfique sur les processus qui sous-tendent notamment la mémoire ou réduire la neuroinflammation, donc l'inflammation du cerveau. Et on pense que les processus, finalement, ne seraient pas si différents que ça pendant le développement et pendant le vieillissement, les pathologies neurocognitives. C'est juste que le résultat, au final, va être opposé, peut-être probablement avec des mécanismes qui sont similaires. Euh, alors, concrètement, ce qu'on a observé, nous, c'est que dans des modèles qui miment la maladie d'Alzheimer, donc qui développent des lésions relatives à la maladie d'Alzheimer, on va avoir un effet bénéfique de la caféine, euh, qu'on la donne de manière très précoce, enfin, disons chez l'animal adulte et qu'on attend, ou juste avant le développement des troubles cognitifs. Et on a vu aussi que des molécules dérivées de la caféine qui vont bloquer plus spécifiquement ces récepteurs-là vont avoir des effets similaires. Donc, quand on bloque ces récepteurs dans ces modèles animaux de la maladie d'Alzheimer, on voit des troubles de la mémoire, et bien on va pouvoir réduire ces troubles de la mémoire en bloquant
ces récepteurs avec la caféine ou des dérivés un peu plus spécifiques. Donc c'est vraiment en fait les mêmes mécanismes, mais avec une Ouais. conséquence Ouais. différente, c'est ça, Et suivant l'âge? d'ailleurs, ce qu'on a montré également, c'est que ce qu'on a montré également les dernières années, on a fait plusieurs publications à ce sujet, c'est que on s'est intéressé du coup à l'effet aussi de cette augmentation de ces récepteurs dans un contexte euh, de vieillissement, de maladie d'Alzheimer. Et en fait, ce qu'on voit, alors nous et d'autres, hein, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, mais on voit tous un peu la même chose, c'est-à-dire que quand ces récepteurs augmentent, ça modifie des mécanismes de communication entre les cellules qui aboutissent en fait à une réduction du nombre de synapses et donc du coup à une fragilisation des réseaux et donc à des effets cognitifs péjoratifs. Donc ça colle très bien avec l'idée que quand on va les bloquer avec la caféine, on va avoir un effet bénéfique. Enfin, ça s'intègre parfaitement et donc du coup, effectivement, ces mécanismes probablement sont similaires, en tout cas, on est, on est en train d'étudier ça aussi, mais il y a une similarité de ces Ouais. processus pendant le développement et dans le contexte des pathologies neurocognitives, mais vraiment avec des conséquences qui sont complètement différentes et opposées. Si je peux rajouter quelque chose, donc, enfin, dans l'introduction, J'allais justement vous relancer, Sabine, j'allais dire que vous avez quelque chose à donc, dire. dans la partie synaptogénèse, là, je vous ai montré tout à l'heure, il y a l'implication de ces petites cellules, les microglies, qui sont là pour étiqueter les synapses à éliminer et pouvoir les manger, en fait. Et en fait, on s'est aperçu donc que les microglies, elles jouent un rôle très important dans la réponse à la caféine, aussi bien au cours du développement que dans le cerveau Alzheimer. Donc David et moi, on échange beaucoup parce qu'on se rend compte qu'en fait, à chaque fois qu'on avance dans nos recherches, on a les mêmes mises en place de mécanismes qui impliquent ces cellules. Voilà. Donc, on voit ces cellules. Sabine, ces cellules, juste pour faire un petit point, on est d'accord, c'est du système immunitaire. Donc c'est un peu, par exemple, les mêmes cellules que quand on a un rhume, c'est pas ça, c'est dans le cerveau du coup, mais c'est le système immunitaire, c'est celui qui nous protège, donc elles vont manger pour nous protéger en Exactement. fait. En fait, elles sont là pour nettoyer en fait, tous Ouais. les débris cellulaires qui vont pouvoir apparaître dans un cerveau. Par exemple, il y a forcément des cellules qui vont dégénérer, mourir. Il ne faut pas que ces débris persistent en fait parce que c'est toxique. Et donc, ces microglies, elles sont là vraiment pour faire le Mm. ménage. Et elles contribuent aussi à la structuration des réseaux neuronaux en allant trier, participer au tri des synapses qui vont, parce qu'elles répondent à l'activité en fait, elles répondent justement à ces mécanismes qui sont importants pour dire voilà, je veux stabiliser ou je veux éliminer cette synapse et donc vous allez m'aider en fait à le faire parce que je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Et donc, on s'est aperçu que notre signalisation, l'adénosine et la caféine, agit sur cette communication. Il y a vraiment une vraie communication entre les neurones et ces cellules-là. D'accord? Les neurones demandent carrément à ces cellules d'éliminer certaines synapses, quoi. Et donc, nous, on cherche ces mécanismes au niveau moléculaire pour pouvoir ensuite les cibler, bien sûr, soit dans les maladies neurodéveloppementales, soit pour David dans les maladies neurodégénératives. Et par exemple, donc, on parlait du récepteur de l'adénosine, de ça, eh bien, on sait maintenant qu'il est fortement exprimé donc, au cours du développement dans les neurones à des endroits très particuliers. C'est vraiment tout autour de la synapse, mais également dans d'autres cellules, donc pas les microglies, les astrocytes, mais les astrocytes qui rentrent dans la communication avec les microglies. Et en fait, on pense maintenant, donc nos recherches actuelles, grâce à la Fondation d'ailleurs, ont permis de montrer que cette communication vraiment de la synapse tripartite, qu'on appelle la synapse tripartite, avec ces trois types de cellules, elle joue le récepteur A2A dans les astrocytes ou dans les neurones, va avoir des effets complètement opposés. Donc on pense que c'est vraiment là que se joue en fait la particularité de cette signalisation, la finesse de cette signalisation. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir jouer un jour pour cibler les pathologies en fait.
Alors, A2A, c'est Pardon, adénosine, hein, c'est oui, c'est ça? le récepteur de l'adénosine. L'acide de la, Très bien. l'acide de la caféine. Et les astrocytes, ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Et les astrocytes dans le cerveau, en fait, le cerveau n'est pas constitué que de neurones. Donc, les astrocytes, ce sont d'autres cellules qui s'occupent un petit peu des neurones. Très bien. Donc, on a bien vu tout ça. Vous êtes en train un peu de parler, j'ai l'impression, de la suite du projet, Sabine. Donc, je vous demande à tous les deux, c'est quoi justement? Est-ce que c'est sur cet effet, sur cette synapse avec ces microglies et les astrocytes? Quelle est la suite du projet? C'est un peu ce que disait Sabine, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que, bon, ce qu'on Ouais. sait, c'est que ces neurones ne sont jamais tout seuls. Ils sont entourés d'autres types de cellules. Et en fait, ces cellules, dans le cerveau, qu'on dit homostatique, adulte, etc., ces cellules communiquent entre elles. Et cette communication assure une communication entre les neurones qui est efficace. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait deux neurones qui essayent de communiquer. Ces cellules-là, elles jouent un rôle central dans la communication entre les neurones. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que euh, la caféine et ses récepteurs à la caféine jouent un rôle central dans la communication des neurones, mais au travers de la communication entre les neurones et toutes ces cellules qui sont autour. Donc ce sont des mécanismes qui sont très complexes. Et en fait, dans le contexte pathologique, en nous pour l'Alzheimer, mais en particulier, on retrouve aussi ça, c'est-à-dire que euh, on a des récepteurs, mais ces récepteurs-là ne se cantonnent pas à un rôle de régulation de la communication entre les neurones, mais ils sont aussi impliqués dans cette communication entre toutes les cellules autour de ces synapses, et ce qui rend les choses relativement compliquées. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que la caféine, si on revient à la caféine, les mécanismes cellulaires et moléculaires qui conduisent aux effets de la caféine dans le cerveau adulte, dans le cerveau en développement ou dans le cerveau vieillissant ou dans les pathologies neurocognitives n'est pas connu. On ne sait pas quel est l'effet de la caféine précisément dans ces cellules, microglies ou astrocytes. On n'a pas d'idée pour le moment très précise de ça. Donc ça, c'est clairement une suite importante du projet dans la compréhension des mécanismes. Quand vous buvez du café et que vous ingérez de la caféine, qu'est-ce que fait cette caféine dans votre cerveau? Ben, en fait, finalement, malgré toutes les études qu'il y a sur la caféine et l'importance que ça peut avoir au niveau sociétal, ben, en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça fait encore au niveau moléculaire. Mm. Sabine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur la suite du projet? Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, nous, au laboratoire, donc, on essaye de reconstruire le puzzle moléculaire et intercellulaire comme ça. Et donc, on va, par exemple, manipuler le récepteur, on va l'enlever ou le bloquer uniquement dans un type cellulaire. Donc, par exemple, si on l'enlève dans les neurones, on s'est aperçu que de faire ça, donc en fait, on fait le travail de la caféine, quoi, mais localisé vraiment dans le neurone, hein, pour le neurone. Et on s'est aperçu que ce récepteur, il était important pour stabiliser les synapses. Donc, c'est comme ça qu'on reconstruit le puzzle. Et là, maintenant, on fait la même chose, mais dans les astrocytes. On enlève le récepteur dans les astrocytes, et là, on a l'effet inverse. Donc, vraiment, on démontre comme ça que ces deux récepteurs, en fonction du type cellulaire, il va avoir un effet soit pro-élagage, soit au contraire stabilisation. Donc, en fait, nous, on est vraiment dans cette balance-là et on essaie de comprendre comment on arrive à avoir soit plus un élagage ou alors une stabilisation au cours du développement ou bien sûr dans le cas des pathologies neurodégénératives. Et je pense que c'est ça un peu la clé. Donc là, par exemple, c'est d'identifier aussi le lien entre ces récepteurs et les molécules des microglies, celles qui vont marquer les synapses à éliminer. Et donc là, on vient de démontrer, on vient de trouver qu'en effet, l'adénosine contrôle directement ces molécules-là. Donc on voit, on est en train de rentrer dans le mécanisme moléculaire. Donc l'adénosine va contrôler le système immunitaire, entre guillemets, du cerveau en allant directement cibler ces molécules qui sont
relargués par les microglies via les astrocytes. Donc, on pense que les astrocytes renvoient un message à la microglie pour lui dire « ça y est, maintenant tu peux manger la synapse » en allant déposer ces petites molécules sur ces synapses à manger. Et donc voilà, ce qu'on vient de voir, c'est que ce récepteur A2A, il contrôle ces molécules à déposer sur les synapses à manger. Et tout ça dépend de la plasticité, de l'activité de la synapse, en fait. Voilà. Plasticité, vous pouvez nous décrire, nous définir un petit peu ce que veut dire la Parce plasticité qu'en de la effet, le synapse? récepteur de l'adénosine, donc l'acide de la caféine, il fixe l'adénosine. Et l'adénosine, c'est quelque chose qui est relargué avec le neurotransmetteur. C'est-à-dire au moment où la synapse elle est active, elle va libérer son neurotransmetteur et des fois, elle libère aussi de l'ATP ou de l'adénosine. L'ATP, c'est un petit peu le précurseur de l'adénosine. L'énergie. Voilà. Et donc, Ouais. en fait, Ouais. au moment où la synapse est active, il va y avoir un boost d'adénosine. Et on pense que ces récepteurs de l'adénosine, qu'on retrouve soit sur les neurones, soit sur les astrocytes, c'est des senseurs de cette activité-là. Ils sentent l'activité de la synapse. Et en fonction de son niveau d'activité, ils vont transmettre le signal soit de stabilisation de la synapse via le récepteur du neurone, soit d'élimination de la synapse, donc d'élagage, et cette fois-ci en enclenchant un signal plus complexe qui fait que l'astrocyte va être activé et qui va transmettre ce message à la microglie d'aller manger la synapse qui est trop faiblement active à ce moment-là. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, c'est un peu Ça va, c'est complexe. ouais, c'est passionnant. On voit vraiment que, ouais, c'est ça. On voit vraiment que l'idée qui au départ était assez simple, on voit que plus on l'étudie, plus finalement ça devient complexe et plus il y a d'acteurs dans le système. Dernière question avant de prendre les questions du public. Est-ce que vous pensez que la caféine, elle pourrait être un jour utilisée comme outil thérapeutique? Ah oui. David, je vous vois Oui. hocher. Alors d'abord, il y a des signaux épidémiologiques, c'est-à-dire les études épidémiologiques, ça consiste à suivre des populations et on enregistre que les gens mangent, boivent, font comme activité, etc., hein. Ce sont des populations parfois importantes. Et par exemple, récemment, il y a une étude importante qui est sortie où il y a eu un suivi de plus de 100 000 individus et dans lesquels on a étudié le mode de vie, les consommations, etc. Il s'avérait que dans cette population de 100 000 individus, bah, les auteurs montrent qu'en fait la consommation de café caféiné, pas décaféiné d'ailleurs, et de thé, eh bien, était associée à un risque réduit de développer la maladie d'Alzheimer et aussi avait un impact plutôt bénéfique sur les troubles cognitifs liés au vieillissement. On avait déjà cette notion auparavant par différentes études, dont certaines qu'on a réalisées, mais c'est vraiment la plus grande étude qui a été réalisée dans ce contexte-là, qui suggère que la caféine peut avoir un effet sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer et les troubles cognitifs associés. Donc, nous, ce qu'on développe depuis quelques années, sur la base de ce type d'études, en fait, et d'après les résultats qu'on a au laboratoire, c'est qu'on a développé un essai thérapeutique, donc un essai thérapeutique de phase 3, randomisé en double aveugle, c'est-à-dire que on va traiter des patients atteints de la maladie d'Alzheimer avec soit un placebo, soit de la caféine, et on va suivre leur évolution cognitive en espérant, et on n'a pas encore les résultats, mais on devrait les avoir fin de l'année prochaine, en espérant que l'administration de caféine, alors non pas de café, mais l'administration de caféine va réduire le déclin cognitif. Donc c'est important parce que on a beaucoup de signaux expérimentaux, des signaux d'études épidémiologiques, et puis l'idée c'est quand même à un moment donné d'être capable de faire le pas vers l'étude clinique, parce qu'on a beau démontrer ce qu'on veut chez la souris et de faire de l'épidémiologie, en fait, à un moment donné, rien ne remplace un essai thérapeutique pour valider ou pas nos hypothèses. Et donc, on espère que la caféine en tant que médicament pourrait avoir un effet bénéfique sur les troubles cognitifs chez ces patients-là. Et donc voilà, il faut qu'on attende un petit peu pour savoir, puisque c'est en double aveugle, donc personne ne sait ce qu'ont les patients, hein, s'ils sont placebo ou traités. Donc voilà. Donc oui, on pense. Ok, on va attendre de. Bah, merci David pour cette réponse.
On va attendre avec impatience et justement, on va passer aux questions du public. Et il y en a une qui va justement très bien avec, c'est l'effet positif de la caféine pour les adultes et montré pour quelle plage d'âge, est-ce que vous savez? Et est-ce que c'est la même pour les femmes et les hommes? Alors, je suppose que c'est une plage d'âge, vous avez vu ça chez les animaux, chez les souris, donc Ah il oui. faut, il faut Alors, traduire ça en chez les humain. animaux, les effets bénéfiques, on les voit en administrant la caféine vraiment au stade adulte, lorsque les réseaux sont formés, hein, ou même lorsqu'on l'administre un peu plus tardivement, dans des modèles qui ont des lésions de type Alzheimer et qui développent des troubles de la mémoire, juste avant le développement de ces troubles de la mémoire. Donc, plutôt tardif, on a une plage, disons, de traitement qui est assez importante. Donc, pour peu que le cerveau soit mature, en fait. Voilà. Si c'est pour. D'accord. Donc après 30 ans, c'est Bah, ça? chez l'homme, on pourrait dire après 30 ans. Évidemment, dans un essai thérapeutique, dans la maladie d'Alzheimer, on ne va pas traiter des individus à 30 ans. On traitera des individus soit qui sont à risque, soit qui ont développé la maladie. Et donc, on parlait de caféine et de café, le déca n'a pas Alors, d'intérêt. les études sont... Il n'y a pas Non, assez alors de les caféine. études sont un petit peu contradictoires. Ah, C'est-à-dire que faut comprendre que le d'accord. café, c'est un mélange de plusieurs milliers de molécules. Que la qualité de ces molécules, elle change en fonction de la torréfaction, du mode de consommation des capsules, du café filtre, enfin plein de choses de l'origine, Arabica ou enfin Robusta, enfin c'est vraiment très varié. Il y a d'autres molécules dans le café qui ont été montrés comme pouvant avoir des effets bénéfiques, des polyphénols ou des antioxydants. Donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que le déca, c'est pas bon. Euh, c'est juste que, en tout cas, dans cette dernière étude épidémiologique, le signal, il a l'air d'être beaucoup plus fort avec le café caféiné par rapport au café décaféiné. Ça ne veut pas dire que le déca n'a pas d'effet, mais en tout cas, ça veut dire que la caféine a un effet peut-être plus puissant que d'autres molécules contenues dans le café. Je vais rester sur le cerveau vieillissant avant de switcher avec vous, Sabine, sur le cerveau en développement. On a beaucoup d'Alzheimer là, mais est-ce que c'est valable pour d'autres maladies neurodégénératives, comme par exemple Parkinson? Alors, dans la maladie de Parkinson, il y a eu beaucoup d'études, alors pour d'autres raisons neurobiologiques, notamment sur ce récepteur-là dont on a parlé tout à l'heure, avec des dérivés de la caféine qui le bloquent, etc. Alors, il y a eu beaucoup d'études expérimentales qui ont montré des choses vraiment très intéressantes. Et puis, les essais cliniques ont été plutôt décevants, même si ce type de molécule a un intérêt dans le Parkinson, mais pas pas pour les raisons qu'on pensait au départ, c'est-à-dire qu'on pensait que ça allait potentiellement être des molécules miracles. Il y a eu un essai clinique aussi avec la caféine chez les patients Parkinson qui n'a pas montré d'effet. Donc, d'où l'importance en fait de faire de la recherche un peu translationnelle et d'essayer à un moment donné de dire, OK, ce qu'on voit, on le voit chez la souris, quelle est la réalité de ce que je vois chez le patient, ce qui est beaucoup plus compliqué à réaliser et beaucoup plus coûteux, mais à un moment donné, la preuve de concept chez l'animal, ça n'est qu'une preuve de concept et il faut essayer de transformer l'essai dans la mesure du possible chez les patients. Donc, le Parkinson, voilà, bah, peut-être pas, mais d'autres maladies neurocognitives, notamment, on pense là, on est en train de réfléchir justement à faire d'autres essais thérapeutiques dans des pathologies neurocognitives comme la PSP, etc. Donc, oui, oui, c'est des choses. La PSP? La paralysie nucléaire progressive, qui est une maladie aussi neurocognitive motrice et cognitive, et qui est dans une sorte de grande classe qu'on appelle les démences lobaires frontotemporales, qui sont des démences qui sont pas de l'Alzheimer, mais l'Alzheimer, c'est la plus grande partie des démences, mais c'est pas toutes les démences, et donc ce type de pathologie fait partie aussi des démences, donc c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi, oui. Et donc voilà, donc il y a de l'avenir pour une raison aussi simple, c'est que la caféine, c'est pas toxique et que les dérivés de la caféine qui ont déjà été testés dans des thérapeutiques sont repositionnables. Donc c'est l'intérêt de ces molécules, c'est que on n'est pas
Ça veut dire Ça veut dire quoi qu'en fait, repositionnable? ces molécules ont déjà été utilisées dans des essais thérapeutiques. On a les profils de D'accord. toxicité chez l'homme. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de reprendre tout depuis le début, mais on peut utiliser ces molécules et les repositionner dans une autre pathologie que la pathologie sur laquelle elles ont été développées au départ. Ce qui, ce qui gagne beaucoup en temps, en fait, en termes de développement clinique, puisqu'on n'est pas obligé de repartir sur des essais de phase 1, de phase 2A, etc., qui sont très longs. Voilà. Donc ça, c'est un gros intérêt, je pense. Alors Sabine, j'ai quelques questions sur l'élagage. Lors de l'élagage, on perd des synapses. Est-ce qu'il y a toujours une production de synapses efficace ou pas? J'ai pas entendu la dernière Est-ce que c'est partie de la toujours les question. synapses efficaces qui restent? Ah, pardon. Lors de l'élagage, on perd des synapses. Est-ce que il y a toujours une production de synapses efficaces? Alors, lors de l'élagage, clairement, donc on est avec un capital de synapses au départ, enfin en fait qui se forme peu à peu. Et oui, bien sûr, il y a celles qui sont actives, efficaces, qui sont maintenues, et elles peuvent être maintenues pendant, bien sûr, toute la vie. Donc, c'est pour ça, c'est le petit plateau que l'on voyait, etc. Et puis, il y a celles qui vont, au contraire, et donc ces synapses qui sont maintenues, elles sont aussi, elles changent d'activité au cours de la vie. C'est la fameuse plasticité synaptique dont on parlait tout à l'heure, avec une adaptation de cette synapse à son environnement, à l'activité du réseau ou même du neurone. Donc, elle va se renforcer ou elle va s'atténuer. Et cette plasticité-là, elle est critique pour la mémoire, par exemple la formation de la mémoire. Donc, pour transférer cette information d'hippocampe au cortex, par exemple, et pour le maintien de cette information dans le cortex. Donc, bien sûr, tout ça, ça fait partie de la vie de la synapse et de son activité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais voilà. Oui, très bien. Très bien. Et justement, on parlait de l'élagage. Vous nous disiez que quand l'élagage est perturbé, qu'il y a trop de synapses à l'âge adulte, ça conduit à des troubles neurologiques, épilepsie, etc. Mais est-ce que ces personnes qui ont trop de synapses, donc ça c'est une question, ont peut-être un risque moindre de développer des maladies neurodégénératives ou pas? Ou est-ce que c'est... Ah, Alors, oui, alors ça, c'est une très bonne question. Euh, Ça ramène à une notion qu'on peut appeler la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est la faculté qu'ont les synapses de résister en fait à des agressions X ou Y qui vont induire leur dégénérescence. Et forcément, on peut imaginer que peut-être plus de synapses, ce soit plutôt euh, bénéfique. Mais évidemment, plus de synapses, comme l'a dit Sabine, à un moment donné, c'est pas forcément l'idéal. Elle a donné l'exemple de l'épilepsie, une modification de l'élagage qui augmentait le nombre de synapses pourrait prédisposer à des crises d'épilepsie. Euh, Quand on se réfère à la maladie d'Alzheimer, par exemple, 30 à 40 % des patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer présentent aussi, c'est ce dont Sabine a parlé, des altérations de la balance excitation-inhibition et présentent aussi des espèces de crises d'épilepsie, alors non convulsives, mais certes, ce sont des crises d'épilepsie silencieuses. Donc, on a quand même du mal à se dire que si on a plus de synapses à un moment donné, ça va nous protéger. Je pense que la question, c'est l'homéostasie. Le cerveau, c'est un Ouais. organe homéostatique. Tout doit être au bon endroit, à la bonne ça place. veut Ça veut dire dire quoi? que il doit y avoir un Ouais. équilibre, l'équilibre de la force dans l'univers. Vous voyez, un peu comme dans Star Wars. Tout s'articule autour de ça. Quand c'est trop, c'est pas bon. Quand c'est pas assez, c'est pas bon. Et il faut que les éléments communiquent entre eux pour maintenir une sorte d'équilibre. Et c'est cet équilibre qui garantit le bon fonctionnement. Donc, euh, euh, on ne peut pas dire que plus de synapses à un moment, ça va être bénéfique. Enfin, ça va pas être bénéfique à un moment. Puis, en fait, comme on a plus de synapses, on va avoir moins d'Alzheimer. C'est pas du tout. Euh, une- on sait pas plus pour plus par moins égale plus. Enfin, Ouais, ça tout à marche fait. pas comme Si je peux juste rajouter quelque chose là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'excitation et il y a l'inhibition. Et en fait, on s'est aperçu que donner de la caféine pendant le développement, ça va augmenter le nombre de synapses excitatrices et ça va diminuer le nombre de synapses inhibitrices. Donc en fait, on favorise l'excitation. Ça, c'est pas bon du tout. Comme dit David, on change l'équilibre. Donc on change l'équilibre vers l'hyperactivité. Donc de toute manière, c'est pas bon.
C'est-à-dire il va y avoir une altération du réseau qui est trop actif et trop sollicité. Et Ouais. donc, et même la vie du réseau peut en fait, c'est toxique, voire même pour le neurone, pour la survie du neurone. Donc, au bout d'un moment, ça va peut-être même enclencher la mort cellulaire. Donc, il faut l'inhibition pour ça, elle est cruciale aussi pour maintenir la survie et la qualité de la synapse et des neurones en général et des circuits. Si je peux me permettre une analogie, c'est un Donc, c'est pas une question de nombre. Ah oui, c'est- pardon, je c'est- voulais expliquer. En c'est fait, un- c'est pas une question de nombre, c'est une question oui, c'est d'équilibre. ça. C'est un peu comme quand on est dans une assemblée et que tout le monde parle ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, l'information, on va la comprendre parce qu'une personne va parler à un moment, parce qu'il y a une personne, donc c'est l'excitation, puis qu'autour, en fait, les gens vont être silencieux, et donc on va percevoir le signal, on va comprendre. Et si tout le monde se met à parler en même temps, tout le monde est excité en même temps, la balance excitation-inhibition est perturbée, et du coup, on comprend plus rien, en fait, parce que le signal est plus audible. On ne Tout sait à plus fait. quelle information est pertinente ou pas. Et ça fonctionne quand même un petit peu comme ça, d'où l'importance de cet équilibre entre l'excitation et l'inhibition. Tout à fait. Il y a une autre question sur la dose et justement, comment est-ce que vous pouvez transférer ces résultats sur les rongeurs à l'homme, pardon, et quelle dose de caféine voit-on ces effets? Donc, comment vous faites pour transférer? Il nous reste quelques minutes, donc assez rapidement. Et quelle dose de caféine vous dites ça? Et il y a une autre question, je pense qu'on peut rajouter, vu qu'on est dans la dose et comment ça marche. Euh, Combien de temps entre le moment où on boit la caféine, où on ingère la caféine et le Alors, résultat? Sabine, je vous vois alors la transposition de vous l'homme dire à ça. la souris, elle est complexe. On peut se baser sur des dosages plasmatiques qu'on Ouais. connaît chez l'homme et qu'on peut mesurer chez la souris. C'est une façon relativement simple de transposer. Euh, la dose et les effets de la dose vont dépendre. Plasmatique, C'est c'est dans le un. sang, ouais. Et après, euh, le, euh, c'est compliqué parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. On est tous différents par rapport à notre capacité de métaboliser la caféine aussi. La caféine, elle se dégrade plus ou moins vite chez des personnes différentes en fonction de leur patrimoine Il y a un génétique. effet de l'âge sur la dégradation. Il y Donc, a par aussi un exemple, chez les jeunes, en fait, ça reste plus longtemps dans le sang. Ça se dégrade moins vite que chez l'adulte. Donc, par exemple, les enfants, si on leur donne de la caféine, la dégradation, elle est beaucoup plus lente. Donc, il y a un effet aussi qui est lié à l'âge. Donc, parce que bien sûr, la caféine est... Et homme-femme Pardon? aussi. Et homme-femme aussi. Oui, oui, c'est ce que disait un peu David. Il y a un côté, une partie génétique, en effet, oui. aussi. Il y a Donc, certaines études épidémiologiques dans l'Alzheimer qui ont montré plutôt un effet plutôt bénéfique chez les femmes par rapport aux hommes, mais c'est pas toujours reproduit, ça dépend des cohortes. Mais il y a quand même une variabilité qui est importante, oui. Ok, donc on attend là maintenant les études chez l'humain dont vous nous parliez pour justement voir les doses, les effets, comprendre tout ça. Donc on a hâte de découvrir ça. Je vous demanderai, il nous reste 2 minutes rapidement, si vous deviez donner un seul conseil différent selon l'âge, lequel ce serait, Sabine? moi, c'est facile, Conseil? hein, c'est ne pas consommer de caféine ou le moins possible, voilà, pendant l'adolescence, en fait. Donc, c'est-à-dire les boissons énergétiques je suis pas pour du tout, je veux pas faire de la publicité pour les boissons énergétiques. Les sodas, le café, voilà, bon, le chocolat, il y a quand même moins de caféine, hein, je pense, David, tu es d'accord avec moi. On a le droit, le chocolat, c'est bon aussi pour la mémoire et, et l'humeur. Mais en tout cas, de limiter au maximum, d'avoir à l'esprit que ça déséquilibre notre balance excitation-inhibition et qu'ensuite on garde ce déséquilibre toute notre vie. Voilà. Et donc ça nous met aussi en danger plus tard, au stade adulte, pour être peut-être plus sensible à des maladies neurodégénératives, qui sait. Mm. Moi, c'est deux trois tasses avant 16 heures. David? Oui, Parce que c'est après vraiment 16 heures, ça a un impact sur Ok. le sommeil et dormir moins, ça a un impact péjoratif sur nos facultés cognitives. Donc, deux trois tasses de café, deux trois mugs avant 16 heures. Voilà. Très bien.
Super, merci à tous les deux pour ce webinaire passionnant. On va suivre la suite de vos études avec intérêt. Merci beaucoup et merci beaucoup au public. Vous êtes nombreux et vous avez eu de très intéressantes questions. Donc, merci et à très bientôt pour un Merci prochain beaucoup et webinaire. merci à la Fondation Merci. également. Au revoir. Merci à vous. Et merci à la Fondation.